À quel moment on peut passer notre fondation dans un nid et quel nid choisir parce qu'il en existe énormément. C'est ce dont on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, enfin, le troisième épisode de la série Débuter un élevage de fourmis en partant d'une fondation, donc tout expliqué de A à Z. Je vous invite bien sûr à regarder les deux premiers épisodes pour bien comprendre comment on arrive au stade où on en est actuellement. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, ça me fait super plaisir et je ferai très bientôt l'épisode 4. Dans la dernière vidéo, on avait connecté notre tube à essai à une aire de chasse parce qu'on était arrivé à environ une dizaine d'ouvrières Messor Barbarus. Mais en général, à partir de ce moment-là, vous êtes beaucoup à vous poser la question de quand est-ce qu'on va les passer dans un nid? C'est vraiment une question qui revient énormément et c'est ce à quoi on va répondre aujourd'hui. À quel moment les passer en nid? Dans quel nid les passer? Parce qu'il en existe énormément. On va tout voir dans cette vidéo. Déjà, le premier point, quand est-ce qu'on les passe dans un nid? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'apparition des premières ouvrières, il est préférable de les connecter à une aire de chasse. Donc ça, bien sûr, vous n'êtes pas forcément obligé. Il m'arrive des fois par manque de place, tout simplement de les laisser dans leur tube à essai. Mais ce qu'on a décidé de faire dans la dernière vidéo, c'était tout simplement de les passer dans une aire de chasse. C'est en général plutôt vers la vingtaine d'ouvrières qu'on commence à se poser des questions. Et il y a un principe fondamental en fait qu'il faut absolument respecter. La chose principale à savoir, c'est tout simplement qu'il ne faut pas que le nid soit trop grand, sinon vous allez les stresser. À partir de ça, en fait, on va tout simplement pouvoir moduler notre comportement et adapter les choses. Par exemple, si c'est une fondation de Camponotus vagus, donc une espèce avec des ouvrières plutôt imposantes, et de l'autre côté, on a une fondation avec des Lasius sp noirs, donc des fourmis bien plus petites, ou même des Phédol pallidula encore plus petits, et déjà la taille du nid va dépendre. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre en fait. Vous les passez en nid dès la vingtaine d'ouvrières si le nid est adéquat. Vous pouvez même attendre les 100 ouvrières, encore une fois, si le nid est adéquat. Comme vous pouvez le voir, notre fondation qui nous accompagnait, donc Barbara, est pour le moment connectée à une aire de chasse et en fait je pense que je vais attendre à peu près les 100 ouvrières avant de les déménager dans un autre nid. Parce que là franchement on a deux tubes à essai connectés. Vous pouvez bien sûr tout simplement mettre des tubes à essai dans une grande boîte. Faites comme vous voulez, mais là pour l'instant ça va aller. Mais je possède une deuxième fondation avec un petit peu plus d'ouvrières et j'ai décidé en fait de les passer en nid parce que comme vous pouvez le voir, elles sont une vingtaine et le nid est assez petit. Donc dans ces cas-là, le nid est adapté parce que le nid est pas trop grand. Voilà, j'insiste bien dessus, mais c'est vraiment une des choses principales en fait. Beaucoup se posent la question quand les passer, etc. Tout simplement, il faut les passer quand vous avez l'impression que le nid ne sera pas trop grand comparé au nombre d'ouvrières que vous avez. Bon, vous avez peut-être à peu près compris quand est-ce qu'il faut les passer dans un nid, mais une autre question, c'est quel nid choisir. Ça va dépendre d'une part du budget que vous avez, d'autre part de ce que vous aimez ou non, et aussi de la place dont vous disposez. Parce que oui, entre des nids que vous fabriquez vous-même, des nids en pierre reconstituée, des nids imprimés en 3D, etc., les conditions changent, les prix changent, l'esthétique change, et c'est toutes ces choses qu'il faut prendre en compte. Bon, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques avantages et inconvénients en fait de plusieurs types de nids qui existent pour vous donner des pistes, des idées en fait et vous aider à choisir. La première catégorie de nids, donc ça va être les nids plexiglas. Alors personnellement, pour commencer, chez moi j'en ai plusieurs, c'est d'ailleurs en fait avec ça que j'ai commencé. Bon, c'est pas tout à fait exact, au début je prenais des tubes à essai que je mettais dans une boîte Haribo jusqu'à environ 100-200 ouvrières, mais sinon les premiers types de nids que j'ai achetés, c'est les nids plexiglas. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà dans un premier temps, c'est pas cher. Et franchement, quand on commence l'élevage de fourmis, oui, on n'a pas tous 200, 300, 400, 500 euros à mettre dedans. Et personnellement, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc tout simplement, je me suis dit, pour une dizaine d'euros, quinzaine d'euros, on peut avoir un nid en plexiglas fonctionnel. Donc c'est ce que j'ai fait. Et un autre point qui était important pour moi, c'était aussi parce que ça prend pas beaucoup de place. Parce que oui, c'est assez fin, c'est très réduit, donc franchement, c'est plutôt pas mal pour commencer. Pour donner un petit exemple, j'avais des Messor Barbarus qui avaient une quinzaine d'ouvrières. Et en 6 mois, elles sont passées à 100 ouvrières dans un nid plexiglas et j'avais peu de mortes. Après, bien sûr, je les ai déménagées parce que le nid devenait trop petit. Mais voilà, ça se développe. Au niveau des inconvénients, tout simplement le côté esthétique. Moi, personnellement, j'aime bien avoir différents types de nids, donc en pierre reconstituée, en plexiglas, voilà. Mais certains, en fait, n'aiment pas l'esthétique, ce que je peux totalement comprendre parce qu'ils sont assez basiques. Au niveau des conditions, je pense honnêtement pas que c'est le meilleur, mais voilà, ça fait l'affaire. Dernier point, il y en a aussi beaucoup qui critiquent l'électricité statique, en fait, dans les nids en plexiglas. Là-dessus, je suis pas vraiment d'accord, tout simplement parce que si vous vous souvenez de vos cours de physique, l'électricité statique, ça s'enlève et ça très facilement. Il existe des chiffons pour l'enlever, il existe plusieurs méthodes, mais voilà, n'hésitez pas à chercher par vous-même, je vais pas vous faire un petit cours de physique, mais voilà, ça franchement pour moi c'est pas un défaut parce que ça s'enlève. Par contre oui, c'est pas le plus esthétique, niveau conditions c'est pas forcément le meilleur,
mais d'un autre côté, c'est abordable et ça prend pas beaucoup de place. Je vais d'ailleurs laisser Fourmi des Plaines, qui a aussi une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir, donner son petit avis sur les nids en plexiglas, parce que lui aussi en possède, et je trouvais ça sympa de pas être le seul en fait à donner mon avis. Je te rejoins grosso modo. Je trouve ces nids vraiment chouettes pour la visibilité avec un aspect compact. Pour l'esthétique, moi j'aime bien, surtout qu'il y a plein de formes différentes. Il y a parfois des systèmes de sectorisation intégrés, ce qui les rend modulables, et ça, c'est nice. J'ajouterais qu'ils sont la plupart du temps légers, et pour ceux qui, comme moi, ont besoin de les déplacer pour la diapose, c'est une bonne nouvelle. Après, oui, il y a le côté peu naturel de ces nids, mais en même temps, quand on voit où les fourmis s'installent dans les environnements dominés par l'homme, je sais pas trop quoi en penser. Alors l'argument de l'appel à la nature, je sais pas trop. Pour l'électricité statique, j'ai jamais eu de soucis non plus. Sinon, il faut faire attention au risque de déformation du plexi. J'ai eu ce problème avec une aire de chasse, j'ai pas fait le malin quand il y a eu des évasions, c'était Paulette à l'aventure et compagnie. Bref, de mon côté, j'ai surtout utilisé ces nids pour des espèces avec un faible besoin en humidité. J'y ai mis des Tetramorium, des Lasius marginatus et des Camponotus vagus, et des Camponotus nicobarensis un temps, mais le nid avait des réserves d'eau et une dalle en plâtre. Le deuxième type de nid dont je vais vous parler, en fait, c'est tout simplement les nids à fabriquer soi-même. Alors là-dessus, je vais pas avoir un avis fou, tout simplement parce que j'en ai eu une seule fois au tout début que j'ai commencé, mais j'étais très jeune, je devais avoir 13 ans, donc franchement il était vraiment pas fou. Et puis je suis dans un appartement étudiant, du coup j'ai pas d'outils, j'ai pas le matos, donc là je peux pas en faire. Et honnêtement moi je suis pas quelqu'un qui adore bricoler, j'aime pas ça bricoler. Mais si vous voulez quelques points qui me viennent directement en tête, c'est encore moins cher que les types de nids plexiglas et autres, tout simplement parce que les nids à fabriquer soi-même, souvent il y a pas besoin de beaucoup de choses à part des outils, mais ça c'est si vous les avez déjà. Donc tout simplement ça revient pas très cher, uniquement le prix des matériaux. En plus vous pouvez choisir la forme que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc vraiment ils seront adaptés. Mais dans les points négatifs, je dirais tout simplement que si vous n'êtes pas très doué, si vous n'avez pas le matériel nécessaire, ça devient vite compliqué. Niveau esthétique aussi, ça peut être très beau, comme ça peut être pas très beau. Dernier point, ça peut prendre aussi beaucoup de place. Voilà, c'est quelques arguments que je vous mets, mais j'ai pas plus d'avis que ça, tout simplement parce que moi j'en ai pas. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole à Swiss Fourmi, donc je vous invite aussi à aller voir sa chaîne, parce que lui avait avant des nids en plexiglas et a décidé de tout arrêter et de passer uniquement à des nids qu'il fabriquait lui-même. Donc je vais lui laisser la parole quelques instants. Cher Hans Fourmi, tu le sais que je suis en vacances et tu me demandes de faire des vidéos pendant mes vacances. Mais heureusement, ça paye bien sur la chaîne Hans Fourmi. Alors, pourquoi je fais moi-même mes nids? Je vais te donner plusieurs réponses. La première, c'est celle-ci. Sachant qu'un nid fait par mes soins me coûte environ 10 €, on va faire le calcul du nombre de nids dans ma Formica Room. Alors, 10 €, 20 €, 30 €. 110 €. 110 € de nid pour la plupart de mes colonies dans la Formica Room. Donc si je fais une moyenne de 30 € par nid sur le marché, j'en ai pour près de 400 €. Donc voilà pourquoi je fais moi-même mes nids. Ça me coûte déjà beaucoup moins cher. Ensuite, sur le marché, trouver des nids à mèches, c'est très très compliqué. Tu vois les mèches ici. Ces mèches me permettent d'avoir une autonomie pour l'hygrométrie, ce qui me permet de partir comme par exemple l'été en vacances. Je te rappelle, je suis en vacances, Hans Fourmi. Faire ces nids soi-même, c'est beaucoup moins cher. Ça permet d'avoir le genre de nid adapté à notre manière de maintenir nos colonies. Mais également, je pense qu'un environnement minéral pour une colonie, quelle que soit l'espèce, c'est beaucoup plus adapté qu'un nid en plastique. Même si je ne suis pas contre les nids en plastique. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que des avantages en faire des nids soi-même. Déjà, il faut les faire soi-même. Et je te dirais qu'honnêtement, moi, je ne suis pas un grand bricoleur et je suis bien content de ne pas devoir en faire chaque jour. Donc, si tu n'es pas bricoleur, c'est un peu le côté inconvénient de faire ces nids soi-même. J'ai dû faire plusieurs nids avant de trouver le modèle adapté à mes colonies et qui fonctionne. Donc, ne crois pas qu'en faisant un nid par toi-même la première fois, il fonctionnera. Fais plusieurs essais. Vérifie avec peut-être de l'endémique pour pas avoir de mauvaises surprises avec des colonies exotiques qui t'auront coûté un petit peu d'argent. Bon, j'ai répondu à ta question, je peux reprendre mes vacances, Allez, bonne continuation, Hans Fourmi. Oh, invasion, mais
Mais quelle merde ce nid! Parlons des nids en pierre reconstitués. Alors les nids en pierre reconstitués, tout simplement moi je les adore parce que déjà je trouve que c'est personnellement très esthétique. Donc bien sûr ça va prendre de la place, ça va se rapprocher au niveau place des nids à fabriquer soi-même, mais perso moi j'adore la matière, j'adore l'esthétique, et pour moi c'est important de pouvoir observer mes colonies, mes fondations dans des nids jolis, beaux et agréables à regarder. Après, ce type de nid, c'est un peu plus cher, faut commencer à mettre le prix. Ça peut être en fait un des inconvénients quand on débute ou quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent ou envie de mettre beaucoup d'argent, ça peut être un point négatif. Je laisse d'ailleurs la parole à Fourmi des Plaines, encore une fois, pour me compléter là-dessus, parce qu'il en possède, et je trouve ça pas mal d'avoir son avis. Hop, je m'incruste de nouveau discrètement et de nouveau, je te rejoins dans l'ensemble. Ils sont vraiment beaux à regarder ces nids et sont pour moi plus proches de ce que j'imaginais d'une fourmilière artificielle sans aller jusqu'au terrarium. Il y a une créativité différente pour les formes qu'avec le plexi, avec des sphères, des tours, des nids plats, étagés, etc. Ça permet vraiment de varier. La répartition de l'humidité est sans doute plus progressive que pour le plexi et la visibilité reste plutôt bonne. Par contre, c'est salissant et je suis pas très fan des incrustations de déchets dans les dalles. Et c'est lourd. Avec une colonie mature, faut vraiment anticiper les choses si on a besoin de déplacer le nid, par exemple pour la diapose. Sinon, l'autonomie en eau est souvent un peu limite pour moi. Et surtout, si je pinaille un peu, chaque nid a son propre style d'absorption de l'eau, du coup je trouve que ça demande un temps d'adaptation pour comprendre le rythme d'humidification. Actuellement, j'y ai mis des Camponotus nicobarensis, des Formica fusca, des Lasius emarginatus et des Tetramorium. Alors bon, dans l'ensemble, pour moi, c'est surtout une question de goût, et moi, c'est l'esthétique qui m'attire beaucoup. Il existe aussi, et ça devient de plus en plus à la mode entre guillemets, en fait tout simplement les nids fabriqués en 3D. Alors là-dessus, j'ai pas encore beaucoup de recul, j'en ai que un personnellement, donc je peux pas encore vous donner beaucoup d'avis, mais ce que je peux en dire pour le moment, c'est qu'au niveau de l'hygrométrie, c'est bien. Au niveau tout simplement du prix, c'est très très compétitif, et ça c'est cool en fait que ce soit abordable. Et au niveau du design, tout simplement, l'impression 3D permet de faire beaucoup de choses. Donc perso, c'est une alternative en fait. Donc franchement, moi je trouve ça vraiment pas mal tout simplement parce que c'est pas très cher, c'est plutôt esthétique. Ça dépend des designs, ça dépend des couleurs, mais vous pouvez modifier beaucoup de choses. Si vous avez en plus accès vous-même à une imprimante 3D, vous pouvez les faire vous-même. Donc voilà, pour moi, il y a beaucoup d'arguments positifs, et au niveau des arguments négatifs, j'en trouve pas vraiment. En tout cas, niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. La dernière catégorie, c'est les terrariums. Et alors là-dessus, je vais vraiment pas pouvoir vous aider, tout simplement parce que j'ai pas mis de fondation ou de colonie de fourmis dans des terrariums, mais je peux vous en dire aussi quelques trucs. Déjà, dans un premier temps, c'est très très beau, très joli, très agréable à regarder, et ça se rapproche vraiment des conditions in-natura en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment très cool. Deuxième point, du coup, au niveau hygrométrie, toutes ces choses, on peut vraiment faire attention aux détails, vu que ça se rapproche vraiment du côté naturel. Après, par contre, ça peut être assez cher, et il faut avoir un petit peu, soit de connaissances, ou alors être un petit peu doué pour les décorer. Moi perso je suis pas très doué, donc j'ai pas mal galéré, et en plus le mien était pas très beau. Pour vous donner quelques exemples de terrarium, j'ai demandé à Myrmecomaniac de m'envoyer quelques photos, car je sais qu'il en a de très beaux. Merci à lui pour ses magnifiques photos et vidéos, je vous conseille franchement d'aller voir son Instagram, ça vaut vraiment le coup. Entre les magnifiques terrariums qu'il a, les magnifiques espèces et toutes ses autres photos, franchement je vous conseille, et merci à lui pour sa réactivité. J'avoue que pour Swiss Fourmi, Fourmi des Plaines et Myrmecomaniac, j'ai demandé un petit peu au dernier moment. Bon, les terrariums que vous allez voir, ils ne sont pas destinés aux Camponotus ou Messor, mais ça va surtout vous donner quelques idées de résultat final. Ce premier terrarium est pour ces Arpegnathos saltator. C'est un terrarium type Inde. Comme vous le voyez, au fond, il y a des billes drainantes et de la tourbe argile. J'avais fait une vidéo il y a longtemps pour expliquer comment faire, là c'est pas le but de la vidéo. Ensuite, on a un magnifique second terrarium qui, lui, est pour les Neoponera apicalis. Franchement, il est clairement magnifique, il est bien plus beau que ce que moi j'avais fait. Petite parenthèse, de mon côté, ma Neoponera apicalis est morte. Ça fait déjà quelques temps, je l'ai pas dit tout de suite parce que clairement, en fait, ça m'a rendu triste. Et la raison est, je pense, que la fois où j'ai perdu beaucoup de colonies à cause d'un produit chimique qui n'était pas de mon ressort, ça avait tué aussi les ouvrières apicalis, ça je vous en avais partagé. Et la reine, pour moi, n'était pas morte. Mais après ça, en fait, le développement a été beaucoup plus lent, et j'ai surtout eu l'impression qu'elle s'en est jamais vraiment remise.
et du jour au lendemain, elle était morte. Je suis vraiment triste parce que c'était vraiment une espèce assez facile, comme première ponérine, c'était vraiment cool. Malheureusement, on peut pas tout contrôler, j'en suis le premier dégoûté, surtout que c'est pas, je pense, quelque chose qui est de ma faute, et c'est quelque chose qui me reste un petit peu en travers de la gorge. Je retenterai clairement l'expérience un jour, mais surtout quand l'occasion se présentera. Mais franchement, dans l'idéal, en fait, j'aimerais vraiment aussi tourner ce futur projet, j'espère en faire un gros projet, avec une personne avec qui je pourrais faire un beau terrarium comme ceux que je suis en train de vous présenter. En faire vraiment une grosse vidéo, mais voilà, ça c'est vraiment un futur projet. Mais en tout cas, les ponérines, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et c'est sûr que j'ai envie de retenter. Juste pour leur comportement qui est juste fou, mais pour tellement d'autres raisons. Voilà, fin de la parenthèse, je voulais juste vous tenir au courant, j'en parlerai peut-être un peu plus longtemps dans une prochaine vidéo. Le dernier qu'il a fait, c'est un mini terrarium de fondation pour de futurs Gigantiops Destructor, qu'il va bientôt acquérir. Il me tarde d'ailleurs de voir des photos de l'installation et de tout ce petit monde. Et pour finir, un terrarium semi-naturel pour ces Myrmecia piriformis. Un peu plus simple parce qu'il y a davantage de paramètres à contrôler. Mais comme vous pouvez le voir, ils sont tout simplement magnifiques. Franchement, c'est vraiment un terrarium comme ça que j'aimerais avoir dans mon chez moi. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas argumenter là-dessus parce que c'est que mon avis. J'ai pas envie de vous donner un avis clair et tranché. Je préfère vous laisser découvrir parce que c'est aussi ça l'élevage de fourmis. C'est à vous de découvrir, à parler avec d'autres personnes qui ont peut-être un avis différent de moi, qui ont testé d'autres nids, d'autres types de nids, qui ont d'autres idées, etc. Mais voilà, je vous conseille vraiment en fait d'avoir votre propre avis. Là, je vous ai juste donné quelques idées et j'ai demandé à 2 personnes de participer pour qu'on ait un avis un peu plus large. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à commenter. N'hésitez pas bien sûr à regarder les autres vidéos de cette playlist en fait parce que ça va beaucoup vous aider, surtout si vous débutez l'élevage. Et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.